Lancer l'enregistrement. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui sur notre flash actu du jour qui va porter sur la fin de la prime Macron. Au niveau de la thématique, fin de la prime Macron, comment rémunérer mes salariés en 2021. Donc, pour animer cette thématique, Bernard Panefieux et puis moi-même, Johan Germont, consultant chez Ombello Consulting, qui est le partenaire de Baker Tilly Strego, sur notre champ d'expertise qui est lié à le conseil en stratégie de rémunération et de protection sociale, à la fois du dirigeant et des salariés. Donc c'est tout ce qui touche au statut social, l'optimisation de la rémunération, essayer de toucher plus et que ça coûte le moins, et toute la partie de la protection sociale, la prévoyance, la santé, la retraite, et puis pour certains, malheureusement, la perte d'emploi. Donc voilà un petit peu pour notre champ d'expertise. Donc ce matin, une demi-heure, 9h à 9h30. Vous pouvez poser des questions par le chat si vous le souhaitez. Et puis, évidemment, on restera à votre disposition pour répondre à toutes vos questions après le webinaire pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin dans la réflexion et dans les échanges. Donc, en guise d'introduction, vous l'avez certainement entendu, il a été annoncé que la prime Macron ne serait pas reconduite en 2021. Pour rappel, mais je pense que ça a été largement compris et utilisé, la prime Macron, c'était un dispositif qui permettait de verser une prime aux salariés, uniquement aux salariés, en exonération de charges sociales et de fiscalité. 1 000 € pour 2019, et on pouvait même aller à 2 000 € en 2020, notamment pour les entreprises qui avaient un accord d'intéressement en place. Donc en ces temps un peu compliqués et tourmentés, nous souhaitions en fait vous présenter les dispositifs alternatifs, les possibilités alternatives de rémunération qui s'offrent à vous et qui présentent bien évidemment un avantage social et ou fiscal. Donc vous l'imaginez, le nombre de dispositifs est assez conséquent. Nous avons décidé avec Bernard de faire une sélection de ceux qui nous semblaient les plus pertinents. Évidemment, nous ne pourrons pas être exhaustifs sur ce créneau-là, ce timing-là, mais nous tiendrons à votre disposition après ce webinaire pour prendre le temps nécessaire avec celles et ceux qui en auraient besoin. Donc, on va essayer de le faire en deux temps. Bernard qui, lui, présentera plutôt les dispositifs à destination des salariés. Et évidemment, on ne vous a pas oublié, vous, les chefs d'entreprise, on vous expliquera aussi ce dont vous pouvez bénéficier. Donc, je vais laisser la parole à Bernard pour vous présenter le premier dispositif. Merci, Johan. Donc moi, j'insiste bien, je présente ce qui concerne les salariés. Johan présentera ensuite ce qui peut s'adapter aux chefs d'entreprise. Pour les salariés, la fin de la prime Macron, c'est absolument pas, enfin pour les chefs d'entreprise aussi d'ailleurs, pour les chefs d'entreprise, la fin de la prime Macron, ce n'est absolument pas une surprise, c'était écrit dès le départ. La prime Macron a été faite en 2020, au moment même où le gouvernement, on va dire, soutient et met en avant l'intéressement. L'intéressement comme moyen, effectivement, de donner une rémunération non chargée aux salariés. L'intéressement, comme me l'a dit un client il n'y a pas très très longtemps, et je trouve que la formule est assez jolie, l'intéressement, au fond, c'est du black légal. C'est du black à 9,7% près. L'intéressement n'est chargé que sur la CSG-CRDS, c'est-à-dire à 9,7%. Comparé avec n'importe quel bulletin de salaire, effectivement, c'est beaucoup, beaucoup moins coûteux qu'un salaire. Alors, pour faire un petit peu de technique rapidement, un accord d'intéressement, c'est quoi? C'est un écrit juridique, c'est un accord collectif qui est signé, qui doit être signé au moins par les 2 tiers des salariés.
La durée, ça va être de 1 an à 3 ans, possiblement même 6 ans dans certains cas. On a une formule qui est écrite dans l'accord et qui va donner un calcul qui, en règle générale, pour faire très simple, est une partie des résultats de l'entreprise. L'entreprise fait, je ne sais pas, un exemple, 15 000 euros de résultats nets, eh bien, le dirigeant va décider d'en distribuer 10%, 1 500 euros. Je rentre Je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques parce que l'intéressement offre certaines facilités. On peut moduler un petit peu la somme que l'on donne, toujours à la hausse, jamais à la baisse. Une fois que la formule est écrite dans l'accord, elle s'applique. C'est un caractère collectif. Tous les salariés en bénéficient. Johan complétera ce qui concerne le chef d'entreprise après moi. Mais tous les salariés sont concernés pour peu qu'ils aient 3 mois d'ancienneté. On ne peut pas exclure certains salariés. On peut, dans certains cas, ça complique un peu les choses, mais c'est possible, on peut faire un intéressement par service, par exemple, ou par département. Moi, je ne le conseille que dans les cas où cela a été validé, verrouillé et où on ne risque pas de problème avec l'URSSAF. On a donc cette somme, cette partie du résultat, ensuite, effectivement, est distribuée aux différents salariés, soit à proportion du temps de travail, soit à proportion du salaire, soit un mix des deux. Je ne parle pas ici de la répartition uniforme. Je ne sais pas si tout le monde voit ma souris. La répartition uniforme, c'est tout le monde la même chose. Ce n'est à peu près jamais employé, mais c'est une possibilité qui existe. Quand je dis tout le monde la même chose, c'est même les gens qui ont été malades, même les gens qui ont un tout petit temps partiel, etc., etc. En règle générale, la répartition uniforme est extrêmement rare. En règle générale, on va faire, merci Johan, on va faire une répartition proportionnelle au salaire ou proportionnelle à la durée de présence. Là encore, je peux donner quelques éclairages. On est souvent réparti proportionnellement au salaire dans les PME. On est plus souvent réparti proportionnellement à la durée de présence dans les grands groupes. Mais ce n'est qu'une indication. Il n'y a aucun caractère d'absolue règle de ce que je viens d'énoncer. Concernant la mise en place, on a 6 mois pour le mettre en place, les 6 premiers mois de l'exercice. Vous clôturez au 31 décembre, il faut le mettre en place avant le 30 juin. Vous clôturez au 30 mars, il faut le mettre en place avant le 1er octobre, si je ne me trompe pas. Voilà, il faut le mettre en place dans les 6 premiers mois de l'exercice. Et ce qu'il faut bien comprendre de l'intéressement, pourquoi l'intéressement est quelque chose d'aussi intéressant, c'est parce que c'est quelque chose où on peut donner des sommes qui sont relativement conséquentes. L'intéressement globalement, sur la somme globale de l'intéressement, il est plafonné à 20% de la masse salariale, ce qui est quand même un élément important, c'est un point important. Donc l'intéressement, on peut donner des sommes importantes, forcément de manière collective, forcément de manière, on va dire, proportionnelle au salaire ou proportionnelle à la durée de présence. Tous les salariés sont concernés, mais on donne des sommes qui sont très peu chargées puisqu'elles sont chargées à 9,7%. Et Johan, j'étais un peu long, je te laisse la parole pour ce qu'il en est du dirigeant. Oui, donc comme l'expliquait Bernard, c'est un dispositif ouvert à tous les salariés de façon collective, mais le dirigeant peut lui aussi en bénéficier. Alors, petite précision sur cet élément, il faut bien un salarié en plus du chef d'entreprise pour pouvoir mettre en place un accord. La condition, c'est d'abord d'avoir au moins un salarié. Et attention, c'est bien un salarié au sens du code du travail, c'est-à-dire qu'il cotise au Pôle emploi, il faut qu'il y ait un lien de subordination. Donc ça, c'est une condition à bien vérifier, notamment dans les entreprises familiales où monsieur travaille avec madame ou madame travaille avec monsieur. Bien vérifier sur le bulletin de madame ou de monsieur qu'il y a une cotisation Pôle emploi pour pouvoir ouvrir à l'épargne salariale et à l'intéressement. Donc, petite précision aussi pour le conjoint. On peut avoir certaines entreprises où le conjoint est conjoint collaborateur. Lui aussi peut en bénéficier. Donc, il faut bien verrouiller les règles au niveau de
de la répartition quand c'est autant de présence et à la rémunération pour lui, mais il peut aussi en bénéficier. Donc, tout comme les salariés, la prime d'intéressement versée aux dirigeants permet qu'ils bénéficient d'une prime sans charge sociale, uniquement la CSG-CRDS. Cette prime, du coup, il peut la percevoir, auquel cas elle sera imposable sur le revenu. Question du coup, Bernard, c'est est-ce que tu peux nous dire quels sont les moyens d'éviter l'impôt sur le revenu pour le versement de cette prime, aussi bien pour les salariés que pour le dirigeant? Oui, je peux le dire. Le moyen est extrêmement simple, en fait, c'est de mettre en place un PE Perco. Un PE Perco, c'est quoi? C'est un produit d'épargne nécessairement géré par un gérant extérieur à l'entreprise. Ça va être une banque, éventuellement un assureur, peu importe, mais c'est un tiers. C'est donc un produit d'épargne qui est à disposition de tous les salariés. Tous les salariés peuvent l'utiliser, mais aucun salarié n'est obligé de l'utiliser. Autrement dit, j'ai mis en place un intéressement dans mon entreprise. J'ai versé une prime, mettons 1 000 € par salarié, en moyenne pour un équivalent temps plein, ou un salaire moyen dans l'entreprise. Mes salariés peuvent prendre l'intéressement, ils peuvent aussi le verser sur le PE Perco. Le PE ou le Perco. Le PE est bloqué 5 ans, c'est-à-dire que le salarié qui met ses sommes sur le PE, qui met son intéressement sur le PE, ne pourra le récupérer que 5 ans après. Il y a quelques cas de déblocage, je ne vais pas insister sur ces cas de déblocage. On essaye vraiment d'être dans la synthèse ce matin. Le PERCO, lui, est bloqué jusqu'à la retraite. Le PERCO, c'est tout simplement nos futurs fonds de pension. Voilà, si on veut être un petit peu synthétique. Mon conseil, c'est de privilégier le PE lorsque l'on met en place ceci pour les salariés seulement. Pourquoi? Parce que, à moins vraiment qu'on veuille vraiment accompagner ces salariés et les inciter à mettre sur le PERCO, avec, dans ce cas-là, une politique d'abondement, il n'y a pas d'intérêt à placer sur le PERCO par rapport au PE. Voilà, le PERCO, je bloque jusqu'à la retraite, le PE, je bloque pendant 5 ans. Logiquement, mieux vaut rester sur le PE, je ne suis bloqué que 5 ans. J'ai parlé d'abondement. L'abondement, c'est quoi? Le salarié met 1 000 € sur le PE Perco, enfin le PE ou le Perco. L'entreprise peut abonder, ce n'est en aucun cas une obligation. Et l'entreprise peut abonder, c'est quoi? C'est-à-dire que l'entreprise va rajouter une somme de 0 à 300%, enfin de 1% à 300%, c'est-à-dire qu'elle peut aller jusqu'à tripler la somme. Vous voyez tout de suite que ça peut faire des sommes extrêmement conséquentes. J'ai 5 salariés, j'ai calculé un intéressement, 5 000 € globalement, je le répartis entre les 5 salariés, ils ont à peu près le même temps de travail ou à peu près les mêmes salaires, ça fait en moyenne 1 000 € chacun. Si tous les salariés le mettent sur le PE, que moi j'ai mis un abondement de 100%, je double la somme, je rajoute moi en tant que chef d'entreprise, je rajoute 5 000 €. Donc j'ai 5 000 € d'intéressement, 5 000 € d'abondement. Si j'ai été au maximum 300%, je rajoute 3 fois la somme. Ça fait 15 000 €. Donc vous voyez qu'on peut vraiment avoir des outils qui sont extrêmement rémunérateurs. Attention quand même, ça finit par coûter de l'argent, même si l'abondement comme l'intéressement est très peu chargé en charges sociales, puisqu'il n'est chargé qu'à 9,7%. Intéressement, abondement ne sont chargés qu'à 9,7%. L'abondement, bien entendu, ne rentre pas dans l'impôt sur le revenu, puisque par définition même, il est bloqué. L'argent que j'ai mis sur le PE n'est pas imposé dans mon revenu imposable. Donc, je ne paye pas d'impôt sur le revenu sur l'intéressement que j'ai placé sur le PE ou sur le PERCO. Et s'il y a un abondement, l'abondement lui-même ne rentre évidemment pas dans mon imposition. Très important également, je n'ai pas d'impôt à l'entrée, je n'ai pas d'impôt non plus à la sortie. C'est-à-dire que l'intéressement que j'ai placé sur le PE ou sur le PERCO, je ne serai pas imposé dessus. Une toute petite nuance, il y a une légère imposition si l'on sort sur le PERCO en rente, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails là encore, j'essaie d'être dans la synthèse, ce qui n'est pas toujours très simple sur ces sujets-là.
Les PE Perco sont des produits d'épargne, hein, donc on place sur des fonds communs de placement, monétaires, obligataires ou actions. On est donc exonéré d'IR, hein, et j'insiste lourdement là-dessus parce que le PE et surtout le PERCO sont exonérés d'impôt sur le revenu en sortie. Le PERCO est le seul outil retraite où l'on ne paye pas d'impôt. On ne paye d'impôt que sur les plus-values que l'on fait, hein, les rendements des fonds sur lesquels on a placé notre argent. Je ne conseille qu'une chose, je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'on paye beaucoup d'impôts sur ces rendements-là. Je prends malheureusement assez peu de risques vu la situation actuelle. Mais au moins, le capital qu'on a mis n'est jamais imposable, en fait. Ce qui est quand même quelque chose d'assez intéressant dans notre société actuelle. La limite, bien entendu, je raisonne là encore pour les salariés. Dans quelques instants, Johan va raisonner pour le dirigeant. La limite, c'est que si je mets un abondement sur le PE Perco en tant que chef d'entreprise, je ne pourrai en faire bénéficier que les salariés qui placent sur le PE Perco. Mais ça peut être tout à fait un choix volontaire de ma part. J'aide ceux qui veulent épargner et ceux qui le peuvent. Voilà, je laisse là encore la parole à Johan qui va vous parler des dirigeants. Oui, donc tout comme l'intéressement, les plans d'épargne d'entreprise peuvent bénéficier aux dirigeants. Même condition, il faut un salarié en plus du dirigeant. Il faut que celui-ci cotise au Pôle emploi. Donc, évidemment, vous voyez que ce type d'outil, à la fois intéressement et plan d'épargne, est tout à fait idéal dans les structures familiales parce qu'on va pouvoir vraiment dimensionner les versements à hauteur souhaitée, sachant qu'on peut aller relativement loin. Bernard disait 20% des rémunérations brutes pour l'intéressement. Sur le PE, on peut aller à 3 300 euros par an et par personne, et sur le PERCO à 6 600 euros par an et par personne. Donc on peut donner quasiment 10 000 euros d'abondement. Johan, oui, voilà, Johan, je t'interromps juste. Johan vous a donné les montants d'abondement maximum. C'est l'abondement à 3 000 euros et 6 000 euros dont il a parlé. Désolé, je t'ai coupé, mais. Il n'y a pas de souci. C'est les plafonds qui sont indiqués ici, 8% du plafond de la Sécu et 16% du plafond de la Sécu. Donc évidemment, c'est un excellent moyen pour sortir de l'épargne de l'entreprise sans charge sociale, sans IR. C'est une sortie de trésorerie sans charge sociale et sans fiscalité. Évidemment, quand on a des salariés, Bernard l'exprimait très justement, c'est que quand on met une règle d'abondement, cette règle-là est applicable pour tout le monde. Donc si je mets une règle d'abondement à 300% et jusqu'au plafond maximum, ce que je vais pouvoir bénéficier, moi, en tant que dirigeant, je devrais obligatoirement le proposer à mes salariés. Donc, effectivement, il faut bien mesurer les impacts budgétaires, sachant quand même qu'il y a des petites stratégies qui peuvent être mises en place de façon comment dire, à avantager le dirigeant sur cette partie-là. C'est-à-dire que l'abondement, on n'est pas obligé de le faire sur tous les versements qui sont réalisés. Intéressement et épargne salariale. On peut très bien dire que ceux qui versent l'intéressement dans le PE ou dans le PERCO n'auront pas d'abondement. En revanche, ceux qui versent de l'épargne personnelle sur le PERCO auront de l'abondement. Donc ne bénéficieront de cet abondement que ceux qui versent de l'épargne perso sur le PERCO, horizon retraite. Il est vrai que ça peut freiner un certain nombre de salariés et avantager du coup un petit peu plus le dirigeant qui peut s'en servir comme outil de défiscalisation et de retraite. Donc là, c'est vraiment à voir au cas par cas, analyser au cas par cas. En fonction de la situation de l'entreprise et des attentes que vous avez en tant que dirigeant. Mais du coup, ça permet vraiment de construire une stratégie de rémunération globale, voire même de stratégie retraite dans certains cas, très performante pour le dirigeant, beaucoup plus performante que ce que ne peuvent être les contrats Madelin, par exemple. Parce que comme le disait Bernard,
À l'entrée, je n'ai pas de charge sociale et pas d'impôt sur le revenu. Et à la sortie, j'ai un capital sans impôt sur le revenu. C'est le seul outil qui existe aujourd'hui, à ma connaissance, où je n'ai ni impôt à l'entrée et ni impôt à la sortie. Le conjoint collaborateur peut bien évidemment en bénéficier aussi. Donc, voilà, juste, je laisse à l'écran, je ne vais pas détailler, c'est les 4 déblocages anticipés qu'évoquait Bernard. Donc sur le PE, il y en a un certain nombre. Sur le PERCO, celui qui est surtout utilisé, ça va être l'acquisition de la résidence principale, parce que les autres ne sont pas forcément rigolos. Et juste pour rappeler que le PE PERCO est vraiment un système original, dans le sens où c'est un dispositif qui est collectif, qui est mis à disposition de tout le monde, les salariés et le dirigeant. Par contre, avec une initiative individuelle, c'est-à-dire que chacun est libre d'y participer ou pas. Une dernière petite diapo qui illustre l'impact et l'intérêt d'un intéressement qui plus est versé sur le PE. Cela permet vraiment de pouvoir donner plus et que ça coûte moins pour l'entreprise. Je vous laisse constater les chiffres, mais c'est certainement des choses que vous avez déjà pu voir ou calculer de vous-même. Ce que je te propose, Bernard, je vais te redonner la main pour que tu puisses nous présenter quelques autres outils dans le temps qui nous reste, que l'on peut proposer aux salariés. Parfait. Dans le temps qui nous reste, je vais essayer d'être un peu rapide. On est bien. Vous connaissez les chèques cadeaux. Un peu dans le même registre, dans le même esprit, on va parler des chèques vacances et des chèques CESU. Les chèques vacances, ce sont tout simplement des sortes de chèques cadeaux qui sont adaptés aux vacances, qu'on peut utiliser pour les transports, les hôtels, les campings, l'hébergement, les repas, les activités, les musées, etc. Et un certain nombre de loisirs qui sont assez larges. C'est comme les chèques cadeaux, on est sur quelque chose qui en général est apprécié, voire très apprécié par les salariés. À l'inverse de l'intéressement, ce n'est pas de l'argent directement et on est sur des sommes qui globalement sont quand même nettement plus faibles en règle générale. On est exonéré de charges sociales, sauf bien entendu la CSG-CRDS que l'on retrouve pratiquement à chaque fois. On est bien sûr sur une charge déductible des résultats de l'entreprise. Et puis, le principe quand même qui peut être un petit peu un frein, c'est qu'il faut un versement du salarié. Voilà, il faut que un versement du salarié et l'employeur va compléter, va mettre une partie assez large, quand même une partie majeure de la contribution payée par l'employeur, avec la possibilité de l'adapter en fonction des salariés qui gagnent le moins, etc. On est sur un outil relativement social. Voilà en ce qui concerne les chèques vacances. On passe au chèque CESU, si tu es d'accord, Johan. Oui, je vais juste apporter une toute petite précision, parce qu'on a eu un client qui s'est fait embêter et redresser sur cette partie-là. Il y a bien une note d'information, une sorte un peu d'acte juridique, on va dire, pour formaliser cette mise en place qui est à réaliser. Oui. Et important de bien préciser qu'il y a une contribution, comme le disait Bernard, qui est différente en fonction de la rémunération des salariés. Il faut obligatoirement dire que pour certains salariés, c'est-à-dire que ceux qui gagnent plus, par exemple, que le plafond de la Sécu, on a une contribution au maximum de 50%. Et pour ceux qui gagnent moins que le plafond de la Sécu, c'est une contribution de 80%. Donc ça, très important parce que c'est contrôlé par les URSSAF. Je complète là encore, Johan. Désolé, je t'interromps juste 10 secondes. De manière générale, une des choses qu'il faut retenir de notre présentation, c'est que ce soit l'intéressement, que ce soit le PE PERCO, les chèques vacances, les chèques cadeaux, etc., il faut que l'administratif soit fait de manière extrêmement rigoureuse. On a l'URSSAF derrière qui vérifie et de manière des fois tatillonne. Donc, il faut vraiment que l'administratif soit fait de manière extrêmement rigoureuse et précise. Voilà, je te rends la parole, Johan. Je crois que tu vas nous parler du chèque vacances pour les dirigeants.
Pour le dirigeant, là, c'est peu connu, mais le dirigeant peut bénéficier des chèques vacances, y compris quand il n'a pas de salarié. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez peu connu. Le dirigeant peut bénéficier des chèques vacances, même s'il n'y a pas de salarié dans l'entreprise. Je te laisse parler des CESU. Les CESU. Alors, les CESU, c'est encore moins connu que les chèques vacances. Ce sont en fait des sortes de chèques cadeaux qui sont destinés à financer des emplois à domicile. Les gardes, enfin, des emplois, pas forcément d'ailleurs, à domicile, je parle du soutien scolaire, mais on va dire des emplois faits par les ménages. Le terme exact m'échappe. Service à la personne. Voilà, les services à la personne. C'est le début d'Alzheimer. Euh, le CESU, c'est donc une sorte de chèque cadeau qui est destiné exclusivement à financer des services à la personne. Alors, ça peut être garde d'enfants, ça peut être le soutien scolaire, ça peut être les petits travaux de bricolage, les petits travaux d'informatique ou autres, hein, je crois qu'ils en font partie. Les femmes de ménage, bien entendu, les gardiennages, et puis tout ce qui est la dépendance, d'assistance, etc. Le CESU, là encore, doit être formalisé. Il faut que ce soit mis en place de manière, comme je vous le disais, comme je le répète, très rigoureuse. Le CESU ne va concerner que les salariés qui en ont besoin. C'est là sa principale limite lorsqu'on s'en sert pour rémunérer les salariés. Pour rémunérer, on va dire, pour donner un avantage aux salariés, ce qui est plus exact que rémunérer. Seuls pourront en bénéficier les salariés qui eux-mêmes utilisent des services à la personne. On peut avoir ici un outil on va dire d'aide ou un outil pour accorder un avantage à des salariés qui ne visera concrètement que certains salariés qui en ont besoin. Ça peut être tout à fait aussi une politique sociale de l'entreprise, hein, mais il faut avoir conscience de cette limite. On a évidemment, là encore, un outil de rémunération, un mode de rémunération qui ne supporte pas de charge sociale. Et là, étonnamment, on n'a pas non plus de CSG-CRDS. On a quelque chose qui n'est pas imposable, hein, comme tous les outils dont nous vous parlons ici. Petite nuance pour l'intéressement, il faut le mettre sur le PE pour qu'il ne soit pas imposable. Et l'entreprise récupère un crédit d'impôt de 25% sur les sommes versées. Donc, on a un outil qui est quand même assez puissant. Et Johan, tu vas nous parler du dirigeant, qui lui aussi peut en bénéficier. Tout à fait. Donc, de la même façon que les chèques vacances, un dirigeant peut bénéficier du dispositif de CESU. Et là encore, pas besoin d'avoir un salarié. C'est-à-dire que même si je suis tout seul, même si je suis entrepreneur individuel, même si je suis tout seul dans ma SRL ou président d'une SAS tout seul, je peux bénéficier du CESU jusqu'à 1 830 € par an en déduction d'impôts et l'entreprise récupérant également un crédit d'impôt de 25% des sommes versées. Un dernier mot pour le dirigeant, Johan. Je te laisse le mot de la fin. Oui, un dernier outil dont on voulait vous parler, parce rapidement, parce que là c'est pareil, on pourrait faire une présentation spécifique sur l'outil. L'idée, c'est de parler du plan d'épargne retraite individuel. C'est le nouveau contrat qui a pour vocation de remplacer les anciens Madelin et PERP, notamment, pour ceux qui connaissent ces contrats-là. Donc là, le PERIN peut être mis en place pour le dirigeant. Alors, pour ceux qui sont TNS, le versement est possible par l'entreprise. L'entreprise peut cotiser en Madelin, exactement comme avant. Donc, quand la cotisation est faite par l'entreprise, c'est exonéré d'impôt sur revenu. Et lorsque le dirigeant part à la retraite, la grande nouveauté, c'est qu'au lieu de récupérer une rente viagère imposable, comme c'était le cas de la Madelin, du coup, il pourra récupérer son épargne sous forme de capital. Du coup, imposable aussi. J'ai eu l'exonération d'impôt, donc je suis imposable. Et nouveauté également, c'est que je ne suis pas obligé de prendre tout le capital d'un coup. Si j'ai 100 000 €, je peux très bien le fractionner en autant de fois que je le veux, si mon contrat le permet. Donc bien regarder les conditions générales.
Je peux aussi faire des versements personnels sur ce plan d'épargne retraite. Donc, à la fois, je peux faire des versements par l'entreprise et à la fois, je peux faire des versements personnels. Et là, grande nouveauté aussi, c'est que lorsque je fais mon versement, je peux décider de déduire mon versement de mon impôt sur le revenu ou de ne pas le déduire. Donc, si je le déduis, eh bien, ça veut dire que j'aurai une charge déductible de mon revenu imposable. Si j'ai 40 000 euros de revenus imposables et que j'ai versé 3 000 euros, eh bien, je serai imposé uniquement sur 37 000, 40 000 moins 37 000. Donc, je vais gagner l'impôt sur la tranche marginale d'imposition. À la sortie, évidemment, je serai imposable. Et je pourrais prendre soit le capital, soit l'épargne sous forme de rente viagère. Mais je peux aussi décider de ne pas déduire mon versement de 3 000 euros. Auquel cas, quand je récupérerai mon épargne, elle sera exonérée d'impôt si c'est sous forme de capital. Et c'est logique, j'aurai quand même une imposition, même si je n'ai pas déduit, j'aurai quand même une imposition sur une fraction de la rente si c'est de la rente viagère. C'est un peu le système des assurances vie. Donc, ce qui n'est pas logique, mais merci les syndicats de Bercy qui se sont opposés à ce qu'il y ait des rentes qui ne soient pas imposables en France. C'est l'imposition sur les rentes à titre onéreux pour le terme technique. Je te complète juste une chose, Johan, parce que j'ai eu plusieurs clients, plusieurs cas à traiter. Quelles règles on peut se donner entre est-ce que je choisis de déduire ou est-ce que je choisis de ne pas déduire? Eh bien, la règle, alors je crois que Johan, tu vas la partager parce qu'on en a souvent discuté tous les deux, c'est une règle intuitive qui n'est pas une règle absolue, mais qui, on va dire, qui est un repère. Eh bien, moi, en repère, j'ai envie de dire, tant qu'on est dans la tranche marginale à 14%, on ne déduit pas. Pour moi, ça ne vaut pas le coup de déduire aujourd'hui 14% d'hier pour bloquer mon épargne complètement et pour être imposé plus tard. Alors bien sûr, on peut être allergique totalement à l'impôt, même à 14%, on peut, voilà, on peut, mais c'est un repère. Moi, je considère aujourd'hui qu'à moins de 30% de taux de tranche marginale, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Oui, c'est tout l'enjeu de ce contrat-là, c'est la fiscalité. Donc, on vous invite vraiment à être très prudent sur la fiscalité parce qu'on voit des fois des situations, comme le dit Bernard, qui ne se justifient pas forcément. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous n'êtes pas imposable parce que vous avez des enfants à charge et que du coup ça fait tomber votre tranche marginale d'imposition et que vous n'êtes pas imposable ou que vous ne payez de l'impôt que sur la première tranche, demain vous serez imposable à la retraite. Il n'y aura plus les enfants, même si la retraite va baisser, oui, mais vous n'aurez plus les enfants, donc probablement vous serez imposable à minima à 11%. Donc si j'ai... 11%, pas 14, pardon. Oui, oui, oui. J'avais un peu de retard. Si vous avez déduit votre impôt, mais vous n'avez rien déduit dans les faits parce que vous n'étiez pas imposable et que vous payez de l'impôt à la sortie, finalement on a tout faux. Le but du jeu, c'est d'être plus fiscalisé à l'entrée, donc d'économiser de l'impôt à 30%, et de payer de l'impôt finalement à 11% à la sortie. Ou 41 et 11. Voilà. Donc vraiment, ça c'est à étudier au cas par cas. Et le gros avantage du PER, c'est pour ça qu'on permet d'insister un petit peu, c'est que ça offre beaucoup plus de liberté qu'avant. Avant, la Madelin, on était obligé de faire un versement tous les ans avec un montant minimum. Là, j'ai envie de dire, je fais ce que je veux quand je veux. Si je veux pas verser une année, je ne verse pas. Si je veux déduire, je déduis. Si je veux ne pas déduire l'année d'après, je ne déduis pas. Donc ça permet vraiment de jouer sur la fiscalité, donc bien analyser sa fiscalité d'aujourd'hui et d'anticiper celle de demain. Voilà pour le plan d'épargne retraite. On ne va pas aller beaucoup plus loin. On voulait déjà nous donner une première orientation. Nous en avons fini avec cette présentation. Nous vous remercions pour votre présence. On reste à votre disposition pour répondre à vos questions et puis vous accompagner si besoin. Et puis, nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau Flash Actu. Merci à tous et puis bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir.